Bon, bonjour à tous, merci de m'accueillir à l'Institut Pasteur, c'est vraiment un plaisir d'être ici. C'est quand même une institution prestigieuse et il y a beaucoup de collaboration entre Curie et Pasteur, parce qu'il y a beaucoup de gens de Curie qui viennent de Pasteur, et puis finalement j'ai appris assez récemment que l'Institut Curie c'était un diverticule de Pasteur il y a quelques temps, mais ça fait je sais pas 25 ans non, à peu près, non, ou 30 ans, non. Bon. Donc en tout cas on voit encore aujourd'hui les modes de fonctionnement qui sont assez identiques et les collaborations. Alors moi je suis le professeur Romain Rousier, je suis chirurgien, gynécologue à l'Institut Curie. Je suis PUPH à l'Université de Versailles-Saint-Quentin et je suis directeur médical du site de Saint-Cloud, directeur de l'enseignement. Chaque année on m'en rajoute, j'attends pas d'être en 2007, ça c'est clair. Alors évidemment parler du cancer du col de l'utérus qui est une maladie infectieuse, c'est assez osé à l'Institut Pasteur parce que je m'attends à avoir beaucoup de questions et puis de remises en question peut-être, donc à voir. En tout cas j'attends ça de vous clairement. Alors, j'ai commencé par une première diapo pour vous raconter un peu l'histoire de Harald Surhausen. Tout le monde le connaît ou pas du tout, non? Ouais. Ce qui est vachement intéressant, c'est qu'il est prix Nobel. Et ce qui est terrible aujourd'hui, c'est quand vous êtes prix Nobel pour une pathologie, c'est-à-dire que les autres ne seront probablement pas prix Nobel pour la même pathologie. Et pourtant, c'était pas lui qui était pressenti pour avoir le prix Nobel concernant le papillomavirus. En fait, celui qui était pressenti, c'est celui qui a en tout cas développé le dépistage du cancer du col de l'utérus. Dépistage du cancer du col de l'utérus, ça fait par frottis. Donc il y a un monsieur qui s'appelle monsieur Papanicolaou, ça vous dit quelque chose ou pas, qu'on appelle le Pap Smears, effectivement, et Papanicolaou, qui est grec, c'est lui qui a démontré qu'il y avait des cellules tumorales, qu'il y avait des cellules au niveau du col, et que si on laissait ça en place, ça allait faire un cancer invasif. Voilà. Et ça, c'était quand même une grande découverte, parce que finalement, on avait la corrélation entre la cytologie, puis l'apparition du cancer, et puis un moyen de prévention si on traitait en retirant une partie de l'utérus, à savoir le col. Et pourtant, il n'a pas été prix Nobel. Il n'a pas été prix Nobel. A priori, ce qu'on raconte, c'est parce que c'est pas lui qui a découvert le Pap Smears, enfin le frottis. C'est un Roumain qui s'appelle Babès. Et Babès, il avait présenté ses travaux en France, parce qu'il y avait des accords entre la France et la Roumanie. Mais Papanicolaou, il était grec, et donc il avait présenté ses travaux en Angleterre, et ça a été beaucoup plus diffusé. Il a toujours refusé de dire qu'il s'était inspiré des travaux de Babès pour faire tout ce qu'il a fait, parce qu'il a quand même fait des choses intéressantes. Et donc du coup, vu qu'il y avait un doute, il n'a pas été prix Nobel. Alors que s'il avait dit, effectivement, j'ai travaillé avec Babès, qu'ils avaient bossé ensemble, ça avait été démontré, peut-être qu'ils auraient été co-prix Nobel, bien fait pour lui. En tout cas, Surhausen, il a eu le prix Nobel en 2008. Et en fait, on savait depuis les années 70, je crois, que le cancer du col était une maladie infectieuse. Pourquoi? Vous avez une idée ou pas, non? C'est super simple, hein. Parce que les bonnes sœurs, à part celles qui ont connu l'abbé Pierre, elles n'avaient pas de cancer du col. Donc, du coup, et là ça c'était un argument, puis on aime bien aussi avoir dans la causalité des arguments autres que une simple association. Effectivement, plus il y a de partenaires sexuels, plus il y a de risques de cancer du col de l'utérus, ça c'était déjà démontré. Et aussi un élément intéressant, plus les premiers rapports étaient précoces, plus le cancer du col était jeune. Donc ça veut dire qu'il y avait une association entre l'âge des premiers rapports et l'âge de survenue du cancer du col, témoignant d'une infection et qui allait donner finalement un cancer. Et Surhausen, en tout cas son modèle que vous connaissez forcément mieux que moi, c'est lui qui a dit, il y a une infection avec le papillomavirus qui va faire passer des cellules normales à un état précancéreux qui va d'abord infiltrer une partie, va d'abord être dans une partie de l'épithélium, puis la totalité de l'épithélium, et enfin donner un cancer invasif. Avec après tout ce qui a été développé, je ne rentrerai pas dans les détails que vous connaissez forcément mieux que moi, de virus à ADN, mais c'est assez intéressant en tout cas pour les étudiants hospitaliers de leur expliquer un petit peu ce que c'est qu'un virus avec les protéines de la réplication, les protéines de la capside, le fait qu'il y ait essentiellement deux protéines de la réplication qui sont E6 et E7 qui vont interagir avec des gènes suppresseurs d'oncogènes. Donc quand vous racontez ça aux étudiants en médecine, déjà, ils voient beaucoup d'étapes et ils font beaucoup de liaisons entre tout ce qu'on leur a appris, ce qui est pas mal quand même pour eux en fait. Donc ça va permettre de bien fixer les choses. Donc voilà l'histoire de Surhausen, ça vient quand même bien après. Et en fait ce qu'il faut savoir c'est que dans les années 2006-2007, c'est là que sont arrivés les vaccins contre le papillomavirus, et probablement ça a réactivé non pas le virus, mais en tout cas la notion qu'il fallait peut-être donner un prix Nobel pour cette découverte, et c'est comme ça que ce monsieur a eu le Nobel en 2008. Alors, ce qui est clair, c'est que globalement, l'histoire naturelle, c'est une infection classiquement, dans 40% des cas, dans les 2 premières années qui suivent le premier rapport. 80% des femmes vont rencontrer le papillomavirus, la majorité des femmes vont le clairer, vont s'en séparer, ça, vous connaissez ça forcément mieux que moi.
et il y a une infection. Ce qui est aussi intéressant, c'est que quand on demande même à des médecins qu'est-ce que c'est un CIN1, et on leur demande est-ce que. Alors ils disent c'est un tiers de l'épithélium qui est malade. Les étudiants en médecine ou même les médecins. Après, vous leur demandez c'est le superficiel ou c'est le profond. Les tous ils disent c'est le superficiel parce que ça commence ici le virus. Ouais, sauf que vu que ça se régénère de la membrane basale, c'est le tiers profond. Dommage. Et ensuite la phase invasif. Et en fait, la grande chance que l'on ait en tant que gynécologue, c'est que ça prend du temps de l'invasion, de l'infection jusqu'à l'invasion, ce qui nous laisse du temps pour agir et pour faire de la prévention. Et en termes de prévention, c'est quand même assez intéressant de voir qu'on a deux préventions, une secondaire qui est le frottis et une primaire qui est la vaccination. Et c'est ce que je vais un peu raconter ce soir. Dans le temps aussi, ce qu'il faut voir, c'est que, comme je vous ai dit, le papillomavirus, ça s'attrape lors des premiers rapports sur la banquette arrière de la Twingo, alors que c'est l'amour de sa vie, mais enfin il va se barrer dans 2 ans. Par contre, le virus potentiellement il peut rester. Et si le virus y reste, sans clairance, on va avoir l'apparition d'un CIN1, un CIN3. La majorité des femmes vont être traitées à ce moment-là et avoir une conisation. Et puis ensuite, on a l'incidence du cancer du col. Donc c'est pas tout à fait les mêmes chiffres, c'est quand même beaucoup moins fréquent. Je vais vous montrer après l'incidence du cancer du col. Ce que l'on voit, c'est que c'est quand même un plateau de femmes jeunes. Le pic, c'est 40 ans à peu près. Donc on peut enfin, ces femmes, aujourd'hui, il y en a quand même une sur 10 qui n'a pas fait son projet parental. Et ça nous cause quand même quelques soucis. J'en parlerai pas ce soir, mais c'est des vrais challenges. Et de ce fait, c'est un problème de santé publique. Et encore, ça c'est en France. Mais vous avez lu récemment que les cancers dans le monde, ça explose. Mais il y a beaucoup de cancers du col. Donc il y a du pain sur la planche. Mais quand on voit ça, on se dit aussi que si on veut faire une prévention primaire, ce qu'on veut, c'est éviter non pas le contact avec le papillomavirus, ça c'est quasiment impossible, d'autant plus que les rapports protégés, c'est déjà jamais que imparfait avec le préservatif. Mais il faut faire une prévention primaire en agissant avant les premiers rapports sexuels, c'est comme ça qu'on est le plus efficace. Le message qui était souvent passé, c'est infection papillomavirus, votre mari est allé voir ailleurs, ou etc. C'est une maladie honteuse. En fait, franchement, on peut pas du tout dire ça. Et d'ailleurs, il n'y a jamais dans les recommandations, quand on est en face de quelqu'un qui a une infection à une femme qui a une infection à papillomavirus, il n'y a pas d'indication à aller examiner le mari. D'accord ? Alors peut-être à part pour l'humilier, mais sinon ça n'a aucun intérêt, quoi. D'accord ? Donc c'est une maladie qui est plutôt banale. Et la meilleure preuve, c'est que regardez cette momie de Marie d'Aragon. C'est les Italiens. Il y a quelques problèmes en ce moment, les Italiens, donc ils font de la recherche sur ce qu'ils peuvent. Et donc là, ils ont sorti la momie. C'est méchant ce que vous dites, hein. Donc ils ont trouvé qu'il y avait une lésion ici papuleuse. Ils font une biopsie, qu'on a ici en gros, et trouvent du papillomavirus. Donc ça veut dire que l'HPV, quand même, c'est du 18 celui-là. L'HPV, ça date pas d'hier. Et même les princesses peuvent en attraper. Vous avez vu ? Tac. Donc, voilà. Alors quand on regarde un petit peu, l'infection HPV, c'est quand même très fréquent. Et c'est important d'avoir ça en tête parce que l'impact en termes de santé publique, il est là. On réalise, nous, 6 millions de frottis chaque année. Je dis nous, c'est gynécologues. Dedans, il y en a à peu près 4% qui vont être pathologiques. Chaque année, il y a 4% de frottis qui sont pathologiques. Donc quand on fait 100 frottis, 4 fois sur 100, il faut qu'on rappelle la patiente pour dire votre frottis n'est pas normal. Donc c'est le vendredi soir, on récupère toute la liste de frottis. Madame Duchemol, j'ai reçu votre frottis, écoutez, il n'est pas normal, donc il faut qu'on fasse un contrôle. Rappelez-moi lundi si vous avez ce message. Et puis vous raccrochez. Et vendredi soir, la patiente a passé un très bon week-end. Bon, c'est d'autres façons de le faire. Donc, les frottis peuvent être pathologiques sous la forme de cellules de signification inconnue, de lésions de bas grade, de lésions de haut grade. Donc, c'est jamais que évocateur, parce qu'une cytologie, c'est évocateur d'une lésion histologique. Et vous voyez qu'en haut de la pyramide, on a finalement 3300 nouveaux cancers du col de l'utérus chaque année et 1000 décès par an. Ça, c'est pas beaucoup, mais c'est aussi parce qu'on les traite bien. Alors aujourd'hui, ce qu'on fait pour les prévenir, c'est on fait du dépistage. Alors, le dépistage, il y a le dépistage idéal. Bon, il concerne les femmes qui sont asymptomatiques, qui ont eu une activité sexuelle, âgées entre 25 et 65 ans, et on fait 2 frottis à un an d'intervalle, et puis ensuite on fait un frottis tous les 3 ans jusqu'à l'âge de 65 ans. Alors pourquoi pas avant 25 ans ? C'est parce que si vous faites ça avant 25 ans, forcément, je reviens en arrière sur la diapo, hop, vous allez attraper tout ça, et tout ça, ça s'éclaire spontanément, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc vous allez tomber sur des coïlocytes, et il faut essayer plutôt d'éviter d'attraper ça, parce qu'il y a finalement très peu de cancers avant 25 ans. Il y en a quand même quelques-uns, mais ça, je vais vous dire, c'est pas le frottis qui va les guérir, qui va les éviter, ces cancers-là. C'est plutôt la vaccination. Donc tout ça pour vous montrer qu'on évite cette période-là, parce que on attrape des faux positifs, des choses qui ne vont jamais évoluer. Et puis après 65 ans, pourquoi on fait plus de frottis après 65 ans ? Probablement parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt sur le plan épidémiologique, sur le plan de la santé publique. Bon, imaginons, elle a 65 ans,
elle n'a jamais eu d'infection à papillomavirus, elle fait une infection à papillomavirus, il faut 20 ans pour développer un cancer, elle fait un cancer à 85 ans. Bon, ouais, c'est moins intéressant de traiter quelqu'un de 85 ans que quelqu'un de 40 ans qui n'a pas encore d'enfant ou qui a encore de grandes années à vivre. Il y a des choix à faire. Voilà. Alors après, c'est simplement quand même faire fi de l'immunosénescence, et clairement, on voit des patientes arriver avec des cancers alors qu'elles n'ont pas eu de rapport depuis 30 ans, et pas simplement parce qu'elles vont, comme elles font des zona ou comme elles font de la grippe, donc il faut vacciner contre la grippe à 65 ans, et bien elles font aussi des cancers du col. Alors, hop, je reviens sur cette diapo-là. Donc ça, c'est l'idéal. Et aujourd'hui, si on fait tout ça comme il faut, on ferait chaque année 6 millions de frottis. Et on fait 6 millions de frottis. Donc c'est génial, tout va bien. Sauf que c'est pas tout à fait comme ça. En réalité, on fait des frottis qui sont trop fréquents chez certaines femmes, et puis d'autres femmes qui n'ont pas du tout de frottis. Donc je vais vous montrer ça avec d'autres diapos. Bon, ça, c'est la réalité. Et la réalité, c'est qu'on a un taux de couverture qui est d'environ 60%. Alors, est-ce que ça marche, le frottis ? Le frottis, ça marche. Ça marche parce que, voilà les courbes. Quand on regarde depuis les années 80, l'incidence du cancer du col, elle a diminué, et la mortalité par cancer du col a aussi diminué. Donc, ça veut dire qu'il y a moins de cancer du col parce qu'on traite plus de lésions préinvasives. Et en plus, ceux qu'on détecte ou ceux qu'on trouve, ils sont quand même probablement moins graves. C'est pour ça qu'on gagne plus de patientes. Alors, il y a aussi les progrès thérapeutiques. Et aujourd'hui, il y a eu des réels progrès thérapeutiques dans le cancer du col, par contre associés à une plus forte morbidité, parce que c'est de la radiochimiothérapie, c'est plus lourd comme traitement. Donc du coup, ça a plus d'impact en termes de vie sexuelle ou de capacité à faire des enfants. Mais on voit aussi que là, la courbe, on dirait qu'elle descend comme ça, mais non, il y a une asymptote. Et aujourd'hui, j'aurais pu mettre 2010, c'est à peu près pareil. Aujourd'hui, on a 900 décès. Donc oui, on n'a pas fait tellement mieux depuis les années 2000. Donc on a quand même un manque d'efficacité et de couverture. Alors, est-ce qu'on est bon en termes de couverture ? Quand on regarde un petit peu ce qui se passe en France, ça c'est en 2000. Donc là, c'est les activités frottis. On voit bien qu'il y a des régions où il y a beaucoup de frottis. Il y a des régions où il y a moins de frottis. En 2010, c'est génial, il y a de la couleur. 10 ans après. Mais on voit qu'il y a toujours des régions où il y a quand même pas mal de frottis. C'est un peu mieux quand même. Mais il y a des régions où il n'y a pas assez de frottis, clairement, parce qu'on a moins de 50% de taux de couverture. Alors, le problème, c'est que finalement, quand on regarde à travers les années, on voit en 2003-2005, il y avait 58% de couverture, 2004-2006, 58% de couverture, 58%, bref, on n'a pas fait de progrès. On n'a pas été capable, avec le dépistage aujourd'hui, de le généraliser et de couvrir, d'avoir la couverture nécessaire. Alors, c'est intéressant parce que le dépistage n'est pas organisé. Il y a des recommandations qui sont très claires, mais le dépistage, il n'est pas organisé. Dans certains départements, oui, mais dans la majorité des départements, il n'y a pas d'invitation pour faire un dépistage. Okay, donc on ne peut pas améliorer aujourd'hui, en dehors d'un dépistage, en dehors d'une organisation, la couverture par frottis. Ça va venir à un moment, de toute façon. Alors, là vous dites, pourquoi il revient en arrière ? Parce que je me suis trompé de bouton. Non, c'est pas vrai. Alors, donc on voit qu'il y a des régions où il y a quand même moins de frottis, et en fait, il ne faut pas se leurrer, moins il y a de médecins, moins il y a de frottis. Donc ça c'est clair. Donc si on veut augmenter les frottis qui sont spontanés, il faut qu'il y ait plus de médecins. Ou alors augmenter la couverture, faire des frottis par des sages-femmes, par des infirmières, j'en sais rien. Enfin, faut trouver, en tout cas, il faut augmenter la possibilité d'eux. Le frottis cervico-utérin, c'est quand même efficace, je vais vous les montrer, parce que c'est facile, parce que c'est quand même accepté, et parce qu'on a de la chance, parce qu'il y a une phase pré-invasive qui est longue, qui dure 20 ans, donc on peut attraper les patientes. Ce qui est aussi intéressant, c'est que quand on regarde la couverture par frottis, effectivement, je vous ai montré, ça dépend de l'âge. Si vous avez un gynéco, vous avez plus de chances d'avoir un frottis que si vous n'en avez pas, et donc forcément, quand vous êtes ménopausé, il y a quand même moins de consultations de gynéco, donc il y a moins de frottis. Ça, c'est quand on regarde ce qui se passe dans la base de GB-CNAM. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cette base, c'est la base de consommation de soins. Donc, si vous voulez savoir le taux de vaccination contre la grippe, vous pouvez interroger cette base. C'est une base au 1,97e, et vous êtes capable de dire, j'ai une population de X femmes qui ont entre tel âge et tel âge, j'attends tant de frottis, voilà ce que j'ai observé. Est-ce que je suis dans les clous ? On est capable de dire, ça marche. Il y a 65% des femmes entre 35 et 44 ans qui ont la couverture frottis qu'il faut, et on n'est qu'à 45% entre 55 et 65 ans. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on fait un baromètre et qu'on demande aux femmes, elles disent non, moi j'ai fait mon frottis, je suis à jour, parce qu'on est à 88%. Donc entre la réalité et ce que disent les femmes, il y a quand même un décalage. On pouvait l'estimer, en tout cas, ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on ait des mesures de santé publique incitative, sinon on va dans le mur. Et aujourd'hui, ayant fait zéro progrès, on va dans le mur. Alors, il y a quand même d'autres éléments à prendre en compte pour le frottis.
Le premier, c'est qu'il y a quand même des inégalités sociales, il n'y a pas que le manque des médecins. Une femme qui vit dans un ménage à bas revenu a 2,2 fois plus de risques de ne jamais avoir eu de frottis. Okay, et vu qu'on veut un système équitable, et la sécurité sociale c'est un bien commun, peut-être être remis en cause bientôt, mais bon, voilà, ça c'est quand même un souci aujourd'hui. C'est pas aussi simple qu'on le pense. Puis le deuxième élément qui est beaucoup plus embêtant, ça c'est une enquête de M. Boulanger, qui était PPH il est parti à la retraite, à Amiens. Il nous a demandé, en France, de regarder toutes les femmes qui avaient un cancer du col, quel était leur historique en termes de frottis. Et de façon assez intéressante, 45% des patientes qui avaient moins de 45 ans et un cancer du col avaient un frottis normal datant de moins de 3 ans. Donc ça veut dire que le frottis est beaucoup plus efficace après 45 ans qu'avant 45 ans. Et ça, on le sait, hein. On le sait parce que dans les programmes de dépistage organisés comme en Angleterre, on voit très bien la mortalité par cancer du col diminuer après 50 ans, mais beaucoup moins avant 40 ans. Donc on sait qu'on a une limite au frottis, il n'est pas si efficace que ça. Alors, heureusement, on n'a pas que ça. Et qui est arrivé depuis maintenant un peu plus de 10 ans, c'était 2006 les premières recommandations, une prévention primaire qui est le vaccin. Donc vu que c'est les 10 ans du vaccin, on va faire un petit peu un point dessus. L'avantage du vaccin et de la prévention primaire, c'est très clair. C'est qu'aujourd'hui, si je regarde le coût du budget, le budget de l'HPV, d'abord la majorité c'est les frottis, faut savoir. Plus de la moitié du budget de ce que nous coûte le papillomavirus, c'est les frottis, cervico-utérins. Les cancers, c'est 10%. C'est peanuts, hein. Ça, je vous raconte ça, c'était avant l'ère du vaccin, parce que le vaccin ça coûte un peu cher quand même. Et puis entre deux, c'est les frottis anormaux, c'est l'éconisation, c'est etc. Bon, les cancers, je vous ai dit, c'est 3500 cancers à peu près. L'éconisation, c'est 30 000. Donc il y a 30 000 femmes chaque année chez qui on doit faire une conisation parce qu'il y a une lésion précancéreuse du col de l'utérus. Une conisation, l'âge moyen c'est 30 ans, lésion précancéreuse c'est 30 ans, sauf que l'âge moyen de la première grossesse c'est 30 ans. Donc ça a un impact sur les grossesses. Et avoir une prévention primaire, c'est beaucoup plus logique qu'une prévention secondaire, parce que la prévention secondaire, ça fait faire des conisations. La prévention primaire, ça évite des cancers et ça évite des conisations. D'accord ? Donc c'est pour ça que, à mon sens, il faut vraiment mettre l'accent sur la prévention primaire, et on est loin du compte, c'est ce que je vais vous montrer dans les prochaines diapos. Donc, le vaccin, il protège à la fois des lésions précancéreuses et des cancers. Alors, idéalement, il faudra un vaccin sans rappel, avec une protection contre tous les HPV, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais globalement, il y a deux très méchants, c'est le 16 et le 18, mais vous savez ça mieux que moi. Et puis il y a des apparentés, 31, 33, 45. Mais en France, quand on fait une épidémiologie des virus, on peut dire ça ou pas ? Oui, probablement. Et bien en fait, on se rend compte que dans 84% des cas, quand il y a un cancer du col, on retrouve un 16 ou un 18. Ce qui est plus que dans d'autres pays. Donc ça veut dire que le vaccin, il est plus efficace sur le papier, chez nous, que dans les autres pays. Ce qui est pas mal. Alors, peut-être qu'on aura l'occasion de discuter, je n'en parlerai pas ce soir, mais de toute façon, vous connaissez mieux que moi. La protection croisée ou des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'on aurait besoin, si possible, d'un vaccin qui soit pan HPV. Le problème, c'est qu'on ne l'a pas encore aujourd'hui. Mais avec 84% de protection, c'est déjà pas mal. Alors, le vaccin, il est fait comment ? C'est simple, hein, c'est la découverte de la capacité de la protéine L1 à s'auto-assembler en capsomère et puis à former une sphère qui ressemble à un virus, mais vu qu'il n'y a pas d'ADN, c'est pas infectieux, c'est quand même pas mal, et ça peut pas se transmettre, c'est pas infectieux, et vu qu'il n'y a pas d'ADN, c'est pas non plus oncogène. Donc, ce vaccin, il va être réalisé de la façon suivante, c'est globalement un plasmide, et vous connaissez ça mieux que moi, qui est mis dans des cellules d'insectes ou dans des cellules de baculovirus, je crois, c'est ça, qui va sécréter, qui va cracher de la protéine qui s'auto-assemble, c'est purifié, c'est injecté chez la jeune fille ou chez le jeune homme, aujourd'hui la jeune fille, ça fait une réaction anticorps, vous avez les anticorps qui vont circuler au niveau des muqueuses vaginales, ça c'est démontré, et c'est ce qui va, on pense, bloquer la persistance de l'infection HPV. Alors, après je vais vous raconter une petite histoire. Donc il y a deux vaccins, il y a le Gardasil et puis il y a le Cervarix, et je vais vous raconter l'histoire du Cervarix. Alors, le Gardasil, c'est le quadrivalent, 6-11, c'est les condylomes, et puis 16-18. Le Cervarix n'est qu'un bivalent, c'est 16-18. D'accord ? Il n'y a pas de protection contre les condylomes. Le condylome, c'est beaucoup plus jeune, c'est aussi un problème de santé publique, hein, ça coûte aussi de l'argent. Bon, ça rentre dans l'ordre tout seul, c'est pas un bon moment à passer pour certains et certaines, c'est pas si fréquent que ça, enfin quand même, c'est beaucoup plus fréquent que tout ce qui est lésion tumorale. Donc, le laboratoire décide de faire une étude randomisée. Il randomise la moitié des patientes avec le Cervarix, la moitié des patientes avec un contrôle qui est un vaccin contre l'hépatite A.
Et ils disent, on va faire une analyse, on va voir si c'est efficace de la façon suivante. Donc vous avez deux façons de démontrer la supériorité d'un bras A sur un bras B, c'est soit d'avoir une différence en termes de survie sans événement, par exemple, et puis ensuite vous avez une autre façon qui est d'enregistrer un certain nombre d'événements, et puis quand vous avez le nombre d'événements, vous regardez si c'est dans le bras contrôle ou dans le bras traitement, et puis si vous avez une différence significative en faveur du bras traitement, c'est que le traitement a un bénéfice. Facile, donc ils font ça. Analyse intérimaire à 15 mois, juste 15 mois après la fin de l'étude, donc ils sont contents, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup d'événements, et là effectivement, ils tombent sur les événements, ils sont tous dans le bras contrôle, okay, avec des CIN 2 ou 3, donc des vraies lésions précancéreuses du col. Alors sachant qu'on a vacciné des jeunes filles de 15 à 25 ans, alors juste au passage, je vous ai dit qu'on ne faisait pas de frottis normalement à 25 ans, avant 25 ans. Donc là, on fait un vaccin, ensuite on monitore des jeunes filles, et on dit, il y a des CIN 2-3 chez ces jeunes filles, de façon prépondérante dans le groupe contrôle, donc potentiellement avec un vaccin, on protège contre une maladie qui n'existe pas, parce qu'on ne devrait pas la dépister. D'accord ? Mais on connaît tellement bien l'histoire naturelle du cancer du col de l'utérus, qu'on sait qu'on va éviter à terme des cancers du col de l'utérus. Vous suivez encore là ? À peu près ? Bon, donc en tout cas, mais le Gardasil a fait exactement la même chose. Tout est que là, ils ont un certain nombre d'événements à 15 mois, et ils disent, c'est super, on protège contre le cancer du col de l'utérus, donc il faut nous demander le remboursement. Donc ils passent leur dossier, je ne sais plus si c'est à l'AFSAPS ou à l'HCS ou à je ne sais quoi, à ce moment-là, et bon, l'agence regarde le dossier, sauf que, évidemment, vous avez deux virus, le 16 et le 18, que le 16 est beaucoup plus méchant que le 18, malgré tout, et que tous les événements, quasiment tous les événements de cette étude, étaient à HPV 16. Et donc, la conclusion de cette analyse intérimaire par les autorités, c'est, oui, vous pouvez vous démontrer, vous protéger contre le 16, mais pas contre le 18, parce qu'il n'y a pas d'événement 18. Vous voyez ? Et donc, du coup, à ce moment-là, l'agence de santé de l'époque dit, on recommande préférentiellement le Gardasil, donc le concurrent, qui avait démontré à la fois lui sur le 16 et le 18, qui protégeait. D'accord ? Et en plus contre le 6 et le 11. Donc, la POFI qui avait déposé, véridique, la POFI qui avait déposé le dossier auprès des autorités de santé voit ses valises, voit ses cartons sur le palier, mais en 24 heures, je vous promets, vraiment. En 24 heures, là, ils ont vécu 2 à 3 ans sans moufter, et puis ensuite, à l'analyse finale, avec des résultats que je vais vous montrer, ils ont obtenu la levée de la recommandation préférentielle, sauf qu'ils avaient juste perdu. C'est même pas qu'ils avaient perdu 2 ans, c'est que pendant 2 ans, les autres ont dit non, mais nous on protège contre le 16 et 18 et pas le Gardasil et pas le Cervarix. Donc c'est sûr que là, ils étaient pas le first in class, en plus ils n'étaient pas le best in class, c'était foutu pour eux. Alors, les résultats de cette étude, c'est les suivants, et c'est assez intéressant parce que ça nous montre bien l'histoire naturelle du papillomavirus. Ça, c'est le temps qui passe, et ça, c'est les événements. En rouge, les jeunes femmes qui sont vaccinées, en bleu, celles qui ne sont pas vaccinées, celles qui sont vaccinées contre l'hépatite A. On voit que dans les 18 premiers mois, il ne se passe pas grand-chose. D'accord ? Il n'y a pas de différence. Les courbes sont à peu près sont superposées. Et pourquoi ça ? Elles sont superposées parce que ces CIN de plus, ces anomalies du col de l'utérus, elles sont simplement liées à des infections papillomavirus antérieures à la vaccination. Les jeunes filles avaient entre 15 et 25 ans, et donc certaines avaient déjà rencontré sur la banque intérieure de la Twingo l'amour de leur vie, et en tout cas l'HPV. Et donc elles ont développé un CIN 2-3 lié à ce papillomavirus qui était déjà en place. Et avec le temps, cet effet il s'annule. Et là vous voyez apparaître ce delta qui est la vraie protection obtenue. Ce qui veut bien dire que quelque part, il faut essayer absolument de vacciner avant la banquette arrière de la Twingo, donc avant la rencontre avec le papillomavirus. Aujourd'hui, les recommandations... zut, c'est fort ça. Donc aujourd'hui, on a des recommandations, alors qu'il y a quand même eu des progrès qui ont été faits. Initialement, il fallait faire 3 doses. Il fallait faire 0, 2, 6 pour le Gardasil, 0, 1, 6 pour le Cervarix. Bon, il se trouve qu'entre-temps, on a fait des études, et moi j'étais pied d'une étude qui était 2 doses versus 3 doses, et on a démontré que 2 doses étaient autant immunogènes que 3 doses, mais avant 14 ans. Ce qui est important parce que ça voulait dire qu'il fallait vacciner relativement tôt, parce que l'âge des premiers rapports en France, c'est 17 ans. C'est ça, super, voilà. Donc, du coup, on a des recommandations qui sont un peu complexes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec 2 doses, avant 14 ans, vous avez une réaction immune qui est supérieure, et donc vous avez un taux d'anticorps circulant qui est supérieur à 3 doses après 14 ans.
Donc on a vraiment intérêt à vacciner à 11-13 ans. Et même aujourd'hui, là, ils sont en train de discuter 9 ans. Donc en fait, dans les deux, ça c'est la prévention du cancer du col de l'utérus en général. Vous avez des recommandations qui sont un tout petit peu différentes en fonction du vaccin, mais globalement c'est 2 doses espacées de 6 mois et 3 doses 0,26, 0,16 entre 15 et jusqu'à 19 ans. Alors il y a eu des recommandations qui étaient elles ont évolué. Elles ont évolué en 10 ans, elles ont évolué au moins 2 ou 3 fois. Par exemple, au départ, on disait non, mais c'est que le garde d'asile, c'est 14 ans, rattrapage de 15 à 23 ans, si la jeune femme est vierge ou si elle a pas eu si elle a des rapports depuis moins de 1 an. Donc, c'est un peu compliqué quand même. Alors, on ne dit pas à ta mère, c'était quand tes premiers rapports, pardon. Parce que le dernier c'était avant-hier. Donc c'était un peu compliqué, ça s'est sorti du jeu. Ensuite on a arrêté les 20-23 ans parce que c'était pas rentable entre guillemets en termes de santé publique. Aujourd'hui, voilà, c'est le schéma actuel de vaccination. Ce qui est intéressant, et vraiment c'est passionnant, quand on met en place quelque chose de nouveau, on est capable de monitorer ce qui se passe en termes d'accès à l'innovation, de diffusion de l'innovation, etc., etc. En fait, j'ai fait une première étude en 2007, donc assez tôt, qui s'est sortie en 2008, où je suis allé voir la CPM à l'époque, et j'ai rencontré un médecin, et j'ai dit, écoutez, c'est quand même bizarre, j'ai l'impression que la vaccination, c'est pas optimal. Il me dit, écoutez, c'est génial, on peut regarder ça sur nos bases. Bon, j'avoue, j'étais assez inquiet de la CPM, mais il revient dans 3 mois, je te donne les chiffres. Au bout de 3 mois, il me donne les chiffres, et je les illustre là, sur cette diapo. Donc en fait, sur cette diapo, on montre que globalement, les taux de couverture, ils sont c'est aux alentours de 20%, et ça, c'est la carte de Paris, et ça varie selon les arrondissements. Donc ça, c'est les arrondissements, 1er, 2e, 3e, etc. Donc on voit qu'il y a plus de jeunes, ça c'est les femmes jeunes totales, les femmes dans la population qui étaient éligibles, et ça c'est les vaccinés. Donc on a plus de jeunes dans ces arrondissements de l'Est parisien que dans l'Ouest parisien, et on voit aussi que les taux, ils sont supérieurs dans l'Ouest parisien que dans l'Est parisien. Moi je pensais que ça serait l'inverse, en me disant, il y a plus de réticence à vacciner les jeunes filles, parce que c'est une maladie sexuellement transmissible, dans l'Ouest que dans l'Est parisien. C'était une hypothèse, d'accord. Après, ce que je me suis rendu compte sur la diapo, que c'était pas du tout ça, ça dépendait de la couleur politique. Ça dépendait si c'était un arrondissement de gauche ou de droite. Et d'ailleurs, c'est chez les Verts que c'est le plus mauvais, c'est 11%. Alors, est-ce que c'est un biais ? Peut-être c'est un biais, ouais, quand même, parce qu'il y a une énorme corrélation entre le revenu médian des ménages et puis la couverture par le vaccin. Bon. Mais c'est pas le principal message, c'est pas le principal message. Donc du coup ça m'a dit, je me suis dit à cette époque, il faut vraiment que tu ailles plus loin et que tu prennes plus de temps, plus de recul. On a demandé un financement qu'on a obtenu pour regarder un petit peu la vaccination anti-HPV en termes d'inégalité sociale et territoriale. Bon, ça c'est un financement de 2012. Il faut des années pour avoir les datas finalement quand vous n'êtes pas de la CPM. On vous donne 150 gigas de data qu'il faut analyser. Enfin, c'est juste un enfer, quoi. Mais on en tire quand même des choses intéressantes. Donc ça, donc finalement, on a réussi à obtenir en rétrospectif les données de 2011-2013 et on est en Île-de-France. On voit ça, le nombre de doses délivrées. Donc on n'a pas tout à fait les doses, on a simplement la consommation de soins. Donc on est capable de dire, pour mademoiselle Duchemol, il y a eu une dose qui a été prescrite, qui a été achetée à telle date. Donc ça, on peut le monitorer. Bon, vous voyez, on est quand même sur 121 000 doses. Ce qu'on voit, c'est que globalement, on a quand même des pics, au mois de septembre de vaccination, probablement parce que à ce moment-là, il y a une visite pour le certificat de sport, et donc le médecin traitant en profite pour faire la vaccination. Ce que l'on voit aussi, c'est que ça nous permet d'avoir une idée de l'âge. Ouh là là, elle passe pas bien celle-là, c'est pas grave. Bon, donc ce qu'on voit, on va partir sur celle-là directement. On va partir sur celle-là. Alors ici, je ne sais pas si vous voyez, il y a du bleu et il y a du jaune. Vous voyez pas le jaune ? Si, ouf. En fait, la recommandation, je vous ai dit que ça avait changé, ça a changé en septembre 2012. Avant septembre 2012, on vaccinait que à partir de 14 ans. Après septembre 2012, on vaccinait dès 11 ans. En fait, d'abord, la première raison, c'est que tous les pays vaccinent dès 11 ans, à part la France en 2012. Donc en 2012, on dit l'exception française, c'est peut-être juste une énorme bêtise. Et effectivement, c'est une énorme bêtise pour les raisons que je vous indiquais tout à l'heure en termes d'immunogénicité. Et donc, le gouvernement dit, OK, on vaccine dès 11 ans. L'autre point, c'est que avant 11 ans,
il y a beaucoup de jeunes filles qui sont vues par des pédiatres. Et les pédiatres, c'est des vaccinateurs, alors que les médecins généralistes, peut-être un peu moins. Alors les moins de moins, c'est les gynécologues, je vous en montrerai après. Et donc on s'est dit, on va permettre à un autre acteur, c'est-à-dire les pédiatres, de voir les jeunes filles et puis de les vacciner. Et ce qu'on voit là-dessus, sur cette diapo, c'est que globalement, c'est pas très positif, parce que certes, après 2012, on vaccinait les 10, 11, 12, 13 et puis 14 ans, mais en fait, on les a mangés là. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça veut dire que c'est ces jeunes filles qui sont vaccinées essentiellement à 14-15 ans, qu'on a vaccinées à 11-13 ans. C'est clair ou pas ? On aurait voulu avoir ça en plus, et garder une courbe bleue qui sera au même niveau que la courbe jaune. D'accord ? Mais c'est pas le cas. Bon. Alors, diapo suivante. Ça nous a permis aussi de voir les délais, le respect, est-ce qu'il y a un respect des doses ? Bah oui, on voit très bien, bon là on ne voit pas les chiffres mais peu importe, on voit très bien qu'entre entre la dose 1 et la dose 2, il y a à peu près 2 mois, et il y a 4 mois entre la dose 2 et la dose 3, 75 jours et 127 jours, ce qui est assez intéressant. Il y a d'autres éléments qui sont intéressants. Alors les prescripteurs, majorité de généralistes, un peu de pédiatres, mais enfin très peu quoi. Donc bon, c'est pas aussi intéressant qu'on le voit. On aurait voulu qu'il y ait quand même plus de pédiatres qui vaccinent. Bon, c'est comme ça. Est-ce qu'il y a des inégalités territoriales ? Bah oui, ça c'est sûr. On voit très bien qu'évidemment en 93, on est moins vaccinés que dans le 77 qui est plutôt bien organisé ou dans d'autres départements d'Île-de-France. On peut aller très loin, on peut faire commune par commune. Bah, on voit qu'il y a quand même des îlots de vaccination et puis il y a un énorme îlot qui s'appelle Paris de non-vaccination. Mais on sait par exemple que la mammographie est moins bien faite à Paris en tout cas en termes organisés à Paris que dans le reste de l'Île-de-France. Donc là on a un petit peu du mal à voir les arrondissements de Paris, mais en tout cas on voit aussi que probablement il y a des collectifs de médecins qui vaccinent mieux que les autres, qui sont mieux organisés. 5 ans après, on ne retrouve pas tout à fait la même répartition de la couverture vaccinale dans les arrondissements parisiens. C'est mieux dans le 12e, dans le 3e, dans le 4e. Que vous dire d'autre ? Ça reste quand même les arrondissements qui sont les plus pauvres qui sont moins vaccinés. Alors on a regardé s'il y avait des facteurs qui pouvaient expliquer cela. On a regardé par exemple le taux de vaccination en fonction de la densité médicale, rien de significatif. Le taux d'urbanisation, franchement rien de très intéressant. Le seul truc c'est que c'était le taux de chômage. Plus il y a de chômage, moins il y a de vaccination. Bon, est-ce que c'est le chômage ? Certainement pas. C'est probablement les revenus tout simplement. On a regardé l'impact de la CMU. La CMU, il faut bien comprendre que en fait, 16% des assurés sont bénéficiaires de la CMU, la couverture médicale universelle. 44% des bénéficiaires de la CMU ont moins de 20 ans. Les taux en Ile-de-France de CMU, ça va entre 2 et 13%. Et dans notre cohorte, c'était 7,3% des vaccinés. Ce qui fait que c'est quand même relativement peu représenté. Quand on rentre dans les détails, en fait, les bénéficiaires de la CMU, elles ont relativement accès à la vaccination elle-même en termes de taux, mais ce qui ne va pas, c'est la qualité de la vaccination. Donc ça, c'est les bénéficiaires de la CMU, et ce que l'on voit là, c'est qu'en bleu, c'est les jeunes filles qui ont reçu une dose, en orange 2 doses, et en gris 3 doses. Donc là, on est entre 2012 et 2013, donc normalement, on a fait une première injection en 2012 pour qu'on soit sur le schéma 3 doses et pas sur le schéma 2 doses. Donc ce qu'on voit, c'est que les bénéficiaires de la CMU, il n'y en a que 27% qui ont une vaccination correcte. D'accord ? Quand les non-bénéficiaires de la CMU, c'est beaucoup mieux parce qu'il y a 51% des bénéficiaires qui ont une vaccination correcte. Sauf que 51%, c'est très mauvais en fait. Le fait qu'il y ait une jeune fille sur 2 qui n'ait pas eu son schéma vaccinal complet, c'est vraiment un problème. Parce qu'elles se pensent protégées alors qu'elles sont potentiellement pas protégées. En fait, je ne vous ai pas montré, mais j'ai fait une première étude dans les années 2008 où j'avais déjà démontré ça. Et c'est probablement mon papier qui a eu le plus d'impact. Pourquoi ? Parce que suite à la publication de ce papier, il y a des caisses primaires qui ont regardé dans leur base le nombre de doses qui avaient été délivrées aux jeunes filles et qui ont renvoyé des courriers aux familles en disant « Selon nos enregistrements, votre fille, il n'y a que 2 doses qui ont été délivrées, il faut faire une 3e dose. » Et ça, c'est un impact majeur, si vous voulez. Alors, c'est un vrai travail de titan, mais c'est quand même assez intéressant, en sachant qu'on a une élasticité d'1 an pour faire le schéma vaccinal complet. Voilà, donc ça, c'est quand même assez embêtant. Ça, c'est vraiment embêtant. Alors, pourquoi est-ce qu'on a une couverture qui est somme toute médiocre ? Vous voyez, on est en fait à 40% de couverture.
en vaccin, et on a une compliance qui est aussi médiocre. Pourquoi on a une couverture qui est médiocre ? C'est clair, c'est parce que les gens ont peur. Et il y a un problème de sécurité avec le vaccin. En fait, il y a surtout ce genre de choses. Donc là, c'est l'AFSAPS, donc c'est dans les années 2008 ou 2009, qui rapporte 2 décès. Je vous laisse lire. Donc la première, c'est une jeune femme qui a 20 ans, qui a un antécédent de soufflet cardiaque dans l'enfance, de l'urticaire au froid, de l'asthénie, etc. Bon, elle est fatiguée et elle a un suivi psychiatrique depuis quelques mois. Et 7 jours après la deuxième injection, elle fait un malaise, puis un arrêt cardio-respiratoire. Elle avait 38 degrés depuis 5 jours, de la dyspnée. Elle avait consulté son médecin traitant qui avait constaté la tachycardie. Et le soir du décès, elle fait des pauses respiratoires, le SMUR arrive trop tard, elle est décédée. Bon, il faut un massage cardiaque, il la ranime pas. On fait une autopsie et là, on se rend compte que son muscle, son myocarde, est malade parce qu'elle a des remplacements adipeux étendus du myocarde avec une discrète fibrose. Et donc, elle a une myocardiopathie ventriculaire rythmogène dans une forme adipeuse prédominante. Et donc, en fait, elle décède de cela. Mais elle décède 7 jours après la deuxième injection. La deuxième, c'est une jeune femme de 18 ans qui est tabagique, qui a une contraception orale, qui est obèse, qui a une deuxième injection du vaccin en avril 2008 et qui fait une mort subite en juillet 2008. On évoque une rupture d'anévrisme et on fait une autopsie, on ne retrouve rien du tout. Donc, dans le premier cas, c'est la SAPS qui conclut. Il y a une autre cause, dysplasie ventriculaire droite arythmogène, qui est probablement à l'origine du décès. Dans le second cas, le délai, les 3 mois, entre la vaccination et le décès, sont très peu en faveur du rôle d'un vaccin. Et ça, c'est repris par les médias. Je vous mets 20 minutes là. Qui dit, le premier cas concerne une jeune fille de 20 ans qui, 2 jours après la deuxième injection, fait un malaise et connaît des difficultés respiratoires. 4 jours après, elle consulte et elle meurt. Bon. Soit 7 jours après l'injection. Et la deuxième, 18 ans, obésité morbide, et c'est 2 mois et demi après la deuxième injection. À l'autopsie, aucune cause n'est décelée. C'est sûr qu'entre ce que raconte l'AFSAPS et l'interprétation, ou en tout cas la lecture qui en est faite par 20 minutes, et quand vous mettez en gros titre le vaccin tue, c'est pas facile à gérer après. Alors on a des bonnes données pourtant en termes de sécurité vaccinale avec les vaccinations HPV. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même 170 millions de doses qui ont été délivrées, donc, et 5,8 millions en France. Et on a des taux de notification de toute gravité confondue qui sont de 2 à 5 pour 10 000 doses. Le principal étant des douleurs, des vertiges, nausées, fièvres. Bon. Et les cas graves, c'est 0,7 à 0,8 pour 10 000. Et il y a des syncopes vasovagales essentiellement. Ensuite, là, le dernier truc, c'est, ça donne des fatigues chroniques. Bon, il y en a ici qui ont des adolescents qui passent leur temps dans leur lit. Les adolescents, ils peuvent être quand même aussi fatigués chroniques sans avoir jamais été vaccinés. Ça, c'est clair. Il y a un concours entre le chat et l'adolescent, des fois. C'est celui qui dormira le plus longtemps. Là, s'il y a des gens qui connaissent, manifestement. Alors, ce qui inquiète aussi, c'est les maladies auto-immunes. Bon, il y a 160 cas notifiés pour les 5,8 millions de doses qui ont été administrées en France, 24 scléroses en plaques, et ça, c'est inférieur à la population générale au même âge. Et en fait, il y a même une très belle étude de l'HS sur les données du SNIRAM, ce que je vous ai montré avant. Sur 1 700 000 jeunes filles, il y en a 33 qui avaient reçu au moins une dose de vaccin, 3 ans de suivi. Et en fait, quand vous avez une maladie auto-immune, il y a une demande de prise en charge à 100%. Donc, ils ont regardé simplement les demandes de prise en charge à 100% pour maladies auto-immunes. Et ils se sont rendus compte que chez les vaccinés, le taux d'incidence des maladies auto-immunes était de 2 pour 10 000 patients année chez les vaccinés et 2,09 chez les non-vaccinés, avec un risque relatif qui est non significatif. Ce qui veut bien dire qu'il n'y a pas de surrisque démontré de maladies auto-immunes avec les vaccins. Donc voilà où on en est aujourd'hui. C'est un vrai challenge, vraiment. C'est vraiment intéressant. Les vrais bénéfices en termes de santé publique, on commence à les voir arriver, avec un peu moins de colonisation chez les jeunes femmes, ce qui est toujours important. En termes de cancer du col, il va quand même encore falloir attendre 15 ou 20 ans, et finalement peut-être que moi je ne connaîtrai même pas le bénéfice des vaccins, mais enfin, ça reste la meilleure voie de prévention. Et je vous remercie pour votre attention. Et je répondrai aux questions, bien entendu. Alors, je ne suis pas rentré dans les détails des papillomavirus parce que vous connaissez mieux que moi. Je vous pose une question sur le virus, justement. Quel est le réservoir? Où est le réservoir du virus chez l'homme? Le réservoir du virus chez l'homme, c'est la femme. En fait, la croyance veut que le virus passe plus
de la femme à l'homme que de l'homme à de l'homme à la femme que de la femme à l'homme. Mais c'est pas vrai, c'est l'inverse en fait. D'accord ? Quand on suit des couples, il y a plus de contamination de l'homme par la femme que de la femme par l'homme. Après, franchement, le virus, c'est 30% même des hommes. Hein, d'accord ? Donc, si vous prenez des hommes de 20 ans, vous allez trouver du virus dans ces proportions, dans certaines études. Après, le truc, c'est qu'il faut les attraper en longitudinal. Mais voilà, c'est le réservoir. Vous faites des tests HPV au niveau des vagins, vous allez trouver chez 10% des femmes de tout âge du papillomavirus. Et chez les plus jeunes, 30%. C'est clair ou pas ? J'ai répondu à la question ? Donc, où est-ce qu'on en trouve dans le vagin ? On en trouve aussi au niveau du canal anal, on en trouve aussi au niveau de la gorge, enfin voilà quoi. Donc, c'est pas. Voilà. Mais l'endroit où on trouve le plus, c'est quand même le vagin. Il y a une grande. Ça peut. Parce que la question qui peut être posée, et ça a été rapporté, bon, je ne suis pas forcément spécialiste de la question, c'est la circoncision. Est-ce que ça protège, par exemple ? En se disant, du coup, il y aura moins de virus. Tout ce que je dis, c'est pas très convaincant, quoi. Voilà. Enfin, les Israéliens disent oui, mais bon, je ne trouve pas ça super convaincant. Oui ? Nous, il y a différentes mesures de santé publique. On ne recommande pas pour le moment la vaccination des garçons en France, mais dans d'autres pays, on essaie quand même de se justifier. Alors, qui va faire ? Alors, ça, c'est la grande question, et franchement, on a progressé dessus. D'abord, le dernier rapport d'étude qui pose la question, qui est sorti, je crois, en juillet, là, dit « Ah, il faut quand même se poser la question de vacciner les garçons. » Mais, en fait, c'est pas dit comme ça. Parce que ceux qui vont faire des pathologies et l'HPV, ce sont les homosexuels. Bon. Il faudrait typiquement les vacciner à 14 ans aussi. D'accord ? Donc, c'est compliqué à 14 ans de savoir quelle va être l'orientation sexuelle d'un garçon, quoi. Donc, bon. Et là, ce qui est marqué dans le test, c'est qu'il faut aller dans les centres de prévention, de dépistage, etc., pour faire de la vaccination des homosexuels qui ont des rapports anaux. Voilà. Donc, maintenant, les médecins en pratique. Ce qu'on sait, c'est que la vaccination a eu un effet positif dans les pays où elle a été faite de façon généralisée, et essentiellement l'Australie et l'Angleterre. Mais il y en a d'autres. Hein. Mais on a eu les chiffres d'abord en Australie parce que c'est eux qui ont vacciné de façon massive d'abord. Le premier effet de la vaccination des jeunes filles contre le papillomavirus, c'est vu chez les garçons. Puisqu'ils n'ont plus vu de condylome. En fait, c'est du Gardasil à l'époque. Ils n'ont plus de condylome. Donc il y a un effet de horde, clairement. Ce qu'on pense, ce que je vois dans les congrès sur les simulations, c'est que si vous avez une couverture de 80% des femmes, c'est pas la peine de vacciner les garçons. Mais on sait très bien que si on vaccine les garçons, on peut avoir un effet positif parce que ça peut généraliser la vaccination et aboutir à plus de vaccination des jeunes filles. C'est ce qu'on a vu avec d'autres vaccins. Mais franchement, vous connaissez ça mieux que moi. Enfin, voilà où on est de la réflexion aujourd'hui. Donc, pas d'intérêt. En fait, si, il pourrait toujours y avoir un intérêt. Mais après, il faut bien comprendre que vous doublez les coûts, si vous vaccinez les garçons, pour un bénéfice qui va être vraiment à la marge. Je crois que c'est 3 ou 4% de bénéfice, en fait, par rapport à doubler les coûts en termes de cancer du col. Ouais, là-bas. Oui, bon, moi je ne suis pas scientifique, donc ma question va sans doute être naïve. Vous avez parlé au début de zona. Ouais. Et c'est quoi, après, pour les femmes de 65 ans, c'est quoi la relation avec le cancer ? Non, c'est de dire qu'en fait, on voit apparaître des maladies, on voit réapparaître des maladies virales chez des gens qui sont plus âgés parce qu'ils ont de l'immunosénescence. Par exemple, les personnels de santé sont vaccinés contre la grippe. Moi, je suis vacciné contre la grippe, d'accord ? Mais le commun des mortels, il n'est pas vacciné contre la grippe, sauf en cas sauf s'ils ont plus de 65 ans, et sauf s'ils ont des pathologies X ou Y, d'accord ? Pourquoi on vaccine après 65 ans ? C'est parce que la grippe, on s'en défend moins bien après 65 ans, enfin, je suppose, mais vous connaissez ça mieux que moi. Voilà. Et le zona, c'est pareil, le zona, c'est une pathologie du sujet âgé. Donc c'est de la varicelle qui ressort avec une espèce de bande et qui fait extrêmement mal, et il y a eu des études pour revacciner contre la varicelle les sujets âgés, en se disant comme ça ils ne feront pas de zona, parce qu'un zona, c'est effroyable pour quelqu'un. Voilà, parce que ça fait très mal. Il y a des douleurs post-ostériennes qui peuvent durer, etc. Donc je ne connais pas tous les modèles, mais en tout cas, l'idée, c'est de se dire l'immunosénescence me fait dire que arrêter le frottis après 65 ans, bon, je ne sais pas si c'est une bonne solution. Après, en termes de santé publique, il n'y a probablement aucun intérêt pour la société à faire du dépistage après 65 ans. Oui. Un homme hétérosexuel, une fois infecté par les HPV, est-ce qu'il va garder le virus quelque part dans les cellules épithéliales ou est-ce qu'il est guéri une fois traité localement ? Parce qu'il n'y a pas de test fiable. Aussi.
Si, non, on va pas dire ça. Donc aujourd'hui, si on va faire je ne veux pas rentrer dans les détails, il y a deux façons de faire la prévention secondaire. Ce que je veux, ça dépend, si je veux connaître la persistance du papillomavirus, je peux, hein. On fait un test HPV, on est capable de vous dire, il y a l'HPV 16 ou 18. Ou ce que vous voulez d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui on fait du génotypage. C'est de la pratique courante aujourd'hui, hein. Ok ? Chez la femme ? Chez l'homme. Non, mais chez l'homme, on s'en moque, parce que l'homme, il ne fait pas de pathologie. Arrêtez de penser que c'est l'homme qui transmet le cancer du col. Le cancer du col, c'est le de la femme. Donc, non, mais c'est vrai. Oui. Il n'y a pas de test de dépistage, parce que de toute façon, il va contaminer sa voisine, admettons que ce soit avec sa voisine, j'en sais rien, sur la banquette de la Twingo, où il l'a racheté entre-temps. Donc, mais elle a déjà rencontré le papillomavirus, et elle s'est déjà protégée contre le papillomavirus. Ce modèle est très simpliste, parce qu'on ne sait pas tout du tout. Je suis tout à fait d'accord. Aujourd'hui, on voit très bien qu'on a des infections qui peuvent être plus tardives, qu'il y a des réactivations, qu'il y a des femmes qui vont on va les traiter pour en faire une conisation, on va faire un test HPV dans la surveillance parce qu'on a envie de le faire, parce que apparemment c'est par la sécurité sociale, il se négative, et puis il revient positif 6 ans après. Donc tout n'est pas super clair. Après, ce qu'il faut, c'est réfléchir en termes de santé publique dans ces cas-là. C'est quelle est la meilleure action de santé publique pour éviter. Et c'est pas de traiter les hommes, d'accord ? Vraiment. On ne fera pas baisser le taux de cancer du col en se focalisant sur les hommes. Maintenant, imaginons vous avez un HPV qui est dépisté chez les hommes, qu'est-ce que vous allez en faire ? Rien. Ok ? Enfin. La réponse c'est oui. Si vous êtes porteur, vous allez passer le virus. Le virus, il ne demande que ça, c'est son but. D'accord ? Mais la partenaire, dans la majorité des cas, elle a déjà rencontré le papillomavirus. Dans 80% des femmes ont rencontré le papillomavirus. Si on fait des chiffres de prévalence, si on suit les femmes au cours de la vie. Donc elle va être contaminée par un virus qu'elle a déjà acquis et auquel elle s'est déjà défendue. Comme les virus vulgaires, comme l'HPV1, quoi. Bon, je reconnais que c'est simpliste, c'est plus votre métier que le mien, mais on peut pas dire ça. Il faut pas faire de dépistage chez les hommes, ça sert à rien. Ça n'a pas d'intérêt en termes de santé publique. Vous allez trouver 10% de positifs, vous ne saurez pas quoi en faire. Vous n'améliorez rien du tout en faisant ça. L'intérêt du test papillomavirus aujourd'hui, il y en a quand même, hein, de savoir quel est le génotype. De savoir, il y a un génotype, il y a un HPV 16 au niveau du col de l'utérus. Il y en a quand même quelques-uns. D'abord, il y a des frottis qui sont douteux, qu'on appelle ASCUS, et dans ce cas-là, vous faites un tri, vous faites un test HPV, il vous répond oncogène, vous faites une colposcopie, vous faites une biopsie, il vous répond il n'y a pas de virus oncogène, vous considérez que c'est autre chose, c'est une inflammation entre guillemets, c'est un faux positif du frottis, vous vous arrêtez là. D'accord ? Deuxième chose, on peut faire de la prévention secondaire. On peut faire du test HPV, et s'il y a un test HPV qui est positif, vous faites un frottis. D'accord ? Ça, c'est une autre façon de faire. Il faut certainement pas le faire avant 30 ans, parce que vous allez avoir beaucoup de positifs, mais on peut le faire après 30 ans, parce que là, on va cibler que 10% de la population, et ça marche mieux que le frottis. Je vous ai montré que ça marchait pas bien le frottis. Ok ? Il y a une belle étude indienne qui démontre que c'est la meilleure façon de faire. Après, il faut voir aussi les coûts. Ensuite, la troisième chose, c'est quand vous avez une patiente qui arrive et que vous faites une conisation, dans la surveillance, vu que c'est l'examen le plus sensible, c'est intéressant aussi de savoir si la conisation, le fait de retirer un bout du col de l'utérus avec la lésion précancéreuse, ça a finalement permis d'éradiquer le virus. Et ça marche bien, parce qu'un test HPV négatif, c'est vous êtes tranquille pendant 5 ans quand même. D'accord ? Mais pendant 5 ans, pas plus. Oui ? Est-ce qu'on sait pendant combien de temps le vaccin protège contre le HPV ? On sait parfaitement, parce qu'en fait, on a les courbes de décroissance. Et donc, ça a été modélisé, les courbes de décroissance. Et globalement, contre l'HPV 16, c'est relativement stable et c'est au-dessus du seuil naturel d'infection. Et globalement, on sait que c'est protecteur. On n'a pas d'argument pour penser que c'est pas protecteur. D'accord ? C'est un peu moins vrai pour l'HPV 18 quand on regarde les anticorps, parce qu'on voit qu'ils baissent en dessous du seuil d'infection. Mais globalement, on pense qu'il doit y avoir de la réactivation. Et voilà, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas d'argument pour faire un rappel, si c'est ça la question. Voilà, on n'a pas d'argument. Il y a eu, dès le départ, il a été demandé au laboratoire de mettre en place des études pour essayer de savoir s'il y avait un rappel à faire. Ces études, on a eu de la chance parce que les résultats sont attendus là, c'est les années qui viennent là, les premières études. Sauf qu'en fait, vu qu'on vaccine depuis 10 ans, on va savoir en 2016 s'il faut faire un rappel aux jeunes filles en 2012 pour celles qui ont été vaccinées en 2006. Vous voyez un peu les trucs complètement débiles, quoi. Enfin, aujourd'hui, on n'a vraiment pas d'argument pour penser qu'il y a besoin de faire un rappel. Si on fait un rappel, on augmente le taux d'anticorps, ça c'est largement démontré. C'est logique. Et on risque pas d'induire à terme, par exemple,
le fait que les femmes pensent qu'elles sont protégées parce qu'elles ont été vaccinées, Ouais. et qu'elles ne vont plus faire de frottis qui finalement était quand même un moyen pas Efficace. Ouais. voilà, quand même efficace de trouver, y compris En fait, précoces. c'est une très bonne question. D'abord, il a toujours été dit que même si on sait de la vaccination, il fallait faire du frottis, parce que globalement, on pense de protéger contre 80% des lésions HPV. Ok. Deuxièmement, ce qu'on se rend compte, c'est que les vaccinés, c'est les frottés, c'est la même population malheureusement, et que notre souci, c'est que celles qui n'ont pas de frottis, elles n'ont pas eu de vaccination. Donc finalement, c'est de la santé, une inégalité évidente. Ensuite, ça a posé plein de questions. On s'est dit, mais attendez, si je retire l'HPV 16, est-ce que j'ai pas le 31 qui va en profiter? Bon, l'argument contre, c'était les co-infections énormes, que vous connaissez forcément mieux que moi, mais qui sont énormes. Et puis est apparue aussi l'évidence d'une protection croisée. Ça veut dire qu'en fait, non seulement on évite des CIN2+ à 16 et 18, mais on se rend bien compte quand on compare les corps des jeunes filles vaccinées qu'il y a aussi moins de CIN2+ à 31, 33 et 45. Pourquoi? Parce que 31 et 33 sont assez proches du 16, 45 est proche du 18, et donc forcément vous avez quand même des épitopes qui sont un peu communs. Et en ce sens d'ailleurs, le Cervarix qui n'a pas la cote a une protection croisée qui est largement supérieure à celle du Gardasil, parce que tout simplement il est plus immunogène. Donc, plus vous avez d'anticorps, vous pouvez imaginer que plus vous avez de protection croisée, quoi. J'ai une question en fait de politique, parce qu'on le voit pour plein d'autres vaccins. Ouais. Finalement, la vaccination est politiquement insuffisante. Qu'est-ce qu'on fait? On rend la vaccination obligatoire? Alors le meilleur modèle, quand on regarde tout ce qui se fait dans les différents pays, c'est clair, c'est la vaccination scolaire. Obligatoire ou pas obligatoire? C'est terminé, j'ai plus le droit de parler ici. Obligatoire ou pas obligatoire, vous pouvez très bien dire, écoutez, on veut un mot des parents comme quoi ils veulent pas que leur enfant soit vacciné. Ok. Et on sait bien que si on fait ça, on aura quand même peu de parents qui vont dire, je refuse que ma fille ait le vaccin contre le papillomavirus. On pourrait faire ça, le problème c'est qu'on a toujours le traumatisme de l'hépatite B, donc aujourd'hui aucune politique n'a voulu mettre ça en place. Ceci dit, dans la dernière analyse, c'est marqué noir sur blanc que la meilleure solution serait de faire une vaccination scolaire. Mais la médecine scolaire, elle est moribonde, un peu comme la médecine du travail, donc c'est pas facile, quoi. Par ailleurs. Mais ça peut être des infirmières qui vaccinent aussi. Oui. Oui, vous avez mentionné que le Cervarix était plus immunogène. Ouais. Pourquoi Pourquoi? Parce qu'il y a un adjuvant qui marche mieux, quoi. Il y a un adjuvant qui marche mieux, et donc quand on compare, moi j'étais PI d'une étude, je le dis, c'est pas du moulin de taille, je m'en fous, c'est de 2 doses versus 3 doses, où c'était 2 doses de Cervarix versus 2 doses de Gardasil versus 3 doses de Gardasil, d'accord? Et on voit très bien qu'à 2 doses de Cervarix, vous êtes plus immunogène que 2 doses de Gardasil, c'est mesuré, c'est publié de toute façon. Et il n'y a pas plus d'effets secondaires? Si, bien sûr, il y a plus d'effets, ça fait plus mal, forcément, parce que vous avez un adjuvant, non mais voilà, il y a plus d'effets secondaires. Pas généraux, mais locaux, quoi. Voilà, bénin, exactement. Obligatoire. Merci beaucoup. Super. Bon, il y a un petit apéro pour continuer les questions. génial. Bon, merci à vous. Merci à toi.